Si t'es raide, c'est Ouais. tu manques de mobilité, tu manques de souplesse, Exactement. c'est compliqué, hein. T'inspires pendant 4 temps et t'expires de manière beaucoup plus lente pendant 8 ans. Comment t'expliques le lien un petit peu entre la pratique du yoga et le fait de peut-être résoudre des troubles du sommeil ou tout simplement optimiser son sommeil? Le yoga va venir t'aider à équilibrer et à influencer ton système nerveux. Quand tu dois trouver des astuces parce que t'as vraiment des difficultés à t'endormir, ça pour le coup c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidé, tu vois. On va se dire la vérité, hein, les studios c'est cher, hein. Si ta séance elle dure 1 heure forcément sur ta journée, c'est hyper compliqué Bah oui. à intégrer. Ça ne remplace pas un médecin, Ouais. pas une thérapie, c'est Même ça. s'il y en a qui trouvent ça dommage, on doit s'adapter aussi aux évolutions de la société, quoi. Ça a déclenché en moi quelque chose d'assez fou. Tu penses qu'il y a forcément un lien entre le yoga et la spiritualité? Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de 1% de plus. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Sandra, qui est professeure de yoga. Mais du coup, je vais te laisser tout de suite te présenter si tu veux bien. Avec plaisir. Du coup, comme tu me l'as dit, je m'appelle Sandra. Je fais du yoga depuis 10 ans maintenant parce que j'ai commencé quand même assez jeune. J'avais 15 ans quand j'ai fait mon premier cours de yoga non officiel, on va dire. Parce qu'à l'époque, c'était avec ma prof de sport qui n'était absolument pas diplômée de yoga. Pas que je le sache en tout cas. Et donc, elle avait... c'était une super prof. Moi, j'étais pas très, très à l'aise avec mon corps. Pas mal à l'aise non plus à cette époque-là. Mais on va dire que j'étais une ado qui aimait pas vraiment le sport, tu vois. Et donc, elle a eu comme idée d'organiser un cours de yoga pour nous aider à manager notre stress parce qu'on était en pleine préparation des examens, etc. de fin d'année. Et donc, avec une copine, ça nous permettait aussi de nous retrouver un peu toutes les deux. On s'est dit, on va tester, on n'a rien à perdre, on va voir ce que ça donne. Et on a fait un cours. C'était un cours privé du coup parce qu'on n'était que deux, personne n'est venu à part nous. Et j'ai adoré. Enfin, ça a déclenché en moi quelque chose d'assez fou. Je me rendais pas trop compte encore à cette époque-là. Elle nous a fait typiquement faire un petit exercice tout bête de visualisation d'une boule d'énergie au rythme de ta respiration que j'ai trouvé incroyable. Et ça m'a appris à, on va dire, avoir une autre conversation avec mon corps que juste via le sport que tu fais au collège, au lycée, qui est hyper compétitif et qui est très éloigné du yoga et de toutes ces pratiques un peu plus douces, même si c'est du mouvement et que c'est hyper important pour la vie. Mais du coup, voilà comment a commencé un petit peu mon histoire avec le yoga. Puis ensuite, j'ai intégré un peu cette pratique via des vidéos YouTube au tout début. J'ai suivi des programmes. Et ensuite, quand je suis arrivée à Paris, ça a pris une toute autre dimension forcément. Parce que beaucoup plus de studios, beaucoup plus de choses autour de cette pratique. Et donc, c'est là vraiment que j'ai découvert, que j'ai voulu en faire mon métier. Et ensuite, que je me suis spécialisée professionnellement aussi dans le yoga, parce que j'ai organisé des retraites de yoga aussi. Donc, j'ai organisé. J'étais dans une entreprise qui s'appelait Le Yogascope, qui est une agence de voyage spécialisée dans les retraites. Et donc, du coup, je faisais la communication et j'ai eu l'occasion de partir sur des retraites. Génial. En tant que prof de yoga. Non, en tant que... J'avais pas du tout de diplôme à ce moment-là. J'avais 17-18 ans. Donc, c'était mes premières expériences professionnelles. J'étais trop heureuse déjà de faire un truc qui me passionnait à l'époque. Et ensuite, j'ai géré un studio de yoga pendant 1 an et demi à Paris, dans le 17e arrondissement, qui a fermé depuis, mais c'était une chouette expérience aussi. Et voilà. Et suite à ça, je suis partie me former pendant 200 heures à Bali. Ça a été une expérience incroyable. Et voilà. Incroyable. Donc tu reviens avec un diplôme de Bali. Ouais, exactement. Ouais. Depuis combien de temps t'es diplômée ? Depuis, j'ai vraiment du mal avec les dates, tu vas peut-être le voir. Du mal à me situer dans le temps, ça fait 2 ans je crois maintenant que je suis partie à Bali. Parce que c'était pas 2 ans il me semble, ou pas loin de 2 ans. Et du coup maintenant tu proposes quoi ? Là ce que je propose, alors j'ai proposé des cours collectifs au début parce que c'est hyper important de voir différents corps, de s'essayer à l'enseignement parce que un 200 heures. Pour être prof de yoga, il faut un 200 heures, ce qu'on appelle un 200 heures yoga teacher training. Donc c'est assez intense, c'est sur 1 mois. Mais tu sors de là, t'as que 1 mois de formation dans les pattes, quoi. Donc ce qui te forme en tant que tel, c'est vraiment l'enseignement, le fait d'aller rencontrer des gens, de voir différentes problématiques, de construire tes cours, etc. Et donc, j'ai enseigné pendant 1 an et demi dans une salle de sport à côté de chez moi. J'ai donné des cours privés aussi, ce qui m'a beaucoup plu. Et donc, j'ai commencé comme ça. Et j'avais déjà en tête, avant de partir à Bali, de faire ce fameux programme de yoga que j'ai sorti du coup en janvier dernier. Parce que c'est de cette manière-là que moi, j'ai commencé le yoga et que ça s'est intégré dans mon quotidien.
et que j'ai pu en faire une habitude au fur et à mesure du temps, parce que quand j'étais en Bretagne, je viens de Bretagne de base, il n'y avait pas de studio ou quoi que ce soit, donc ça a été ma manière de découvrir le yoga, et j'ai voulu construire ça pour le faire découvrir de la même manière aux autres personnes. Donc là, c'est un programme en ligne, c'est coup, ça. pour n'importe quelle personne qui voudrait s'initier au yoga depuis chez elle. Ouais, exactement. J'ai voulu le concevoir tout niveau. Parce que pour moi, c'est important de s'adresser à plein de profils de personnes. C'est la version 1 qui est sortie en janvier. Ouais. Là, je prépare une version 2 pour septembre, avec plein de petites routines de 15-20 minutes, donc hyper facile à intégrer dans son quotidien, parce que c'est un peu ce que je défends et ce que j'aimerais transmettre, surtout dans cette version 2, c'est d'avoir une routine qui s'adapte à ton temps, ton énergie, mais à jamais à tes excuses que tu peux te trouver, qui sont parfois un peu contre-productifs. Des fois, on se dit, en fait, je suis trop fatiguée pour faire ma séance, et c'est pas un manque d'énergie, c'est plus le côté, en fait, si ta séance, elle dure 1 heure, forcément, sur ta journée, c'est hyper compliqué à intégrer. Donc voilà. Faire petit, mais faire quoi. Vaut mieux une petite séance de 15-20 minutes, mais au moins t'as bougé que exactement. Se mettre des trop gros objectifs. Moi, c'est toujours ce que je dis, le petit 1% de plus, là, c'est vaut mieux fait que parfait, tu vois. Bah oui, carrément, c'est le nom de ce podcast, alors on est pile dans la thématique. Mais du coup, voilà, c'est pour ça aussi, moi, que j'ai appelé comme ça le podcast, c'est montrer aux gens que forcément, quand tu ne fais rien et que tu veux débuter quelque chose de nouveau, c'est comme quelqu'un qui se met à aller à la salle, tu vois. Tu peux pas aller à la salle 5 fois par semaine alors que tu n'y as jamais été de ta vie. C'est vrai. Commence par 1 fois, semaine d'après, tu y vas 2 fois, et puis tu y vas progressivement comme ça. C'est plus simple pour acquérir de nouvelles habitudes, quoi. Complètement. Après, il y a certains profils, dont je fais un peu partie aussi, je pense, qui font un peu du tout ou rien aussi, et qui marchent beaucoup à la dynamique de « ok, je me lance dans un truc, je me lance à fond, parce que sinon, je vais décrocher ». Donc, j'encourage à fond les personnes qui sont dans cette période de découverte du yoga, d'en faire autant qu'ils le souhaitent, s'ils ont la possibilité, le temps, etc. Il faut juste faire attention, effectivement, à quand cette motivation du début, elle redescend, parce qu'elle redescend forcément à un moment, de pouvoir garder ce truc-là et de gérer aussi les périodes où tu es hyper motivé, où tu as envie vraiment de prendre soin de ton corps, et d'autres périodes qui sont un peu plus compliquées dans la vie, qui arrivent forcément au cours d'une vie aussi. Mais c'est fou parce que toi, du coup, ça fait 10 ans que tu es dans le monde du yoga. C'est vrai que depuis quelques années maintenant, c'est de plus en plus connu, notamment avec le Pilates, etc. Enfin, tu sais, les gens s'y intéressent de plus en plus, mais c'est vrai qu'avant, j'ai l'impression que c'était quand même moins démocratisé. Complètement. En tout cas, il fallait vraiment s'y intéresser en profondeur pour trouver des choses sur le sujet, où c'était un peu vu comme la pratique tu vois, des chamans de Bali. Enfin, tu vois ce que je veux dire, ça a quand même une connotation assez genre tu fais du yoga, ok, en gros t'es dans ton monde de bisounours, enfin tu vois, genre tu fais ta petite méditation et tout. Comment t'as fait toi, parce que t'as dit que t'avais 15 ans quand t'étais et c'est jeune pour s'intéresser à ce type de pratique, tu sais, yoga, on voit ça comme c'est comme le Pilate avant que ce soit la mode là durant ces 2 dernières années. Le Pilate c'était vu comme la pratique des vieux, tu vois, genre la pratique des vieux qui peuvent plus faire de sport, qui se maintiennent en forme, etc. Aujourd'hui, c'est à la mode comme jamais. Comment t'as vu, comment toi, ça se fait que t'aies pu t'y intéresser aussi jeune ? Je pense qu'il y avait déjà quand même une pointe de cette nouvelle mode qui émergeait à ce moment-là. Moi, suite au cours avec ma prof de sport, comme je t'en ai parlé, j'ai commencé à regarder des vidéos sur YouTube, et effectivement, il y en avait très, très, très peu à l'époque. Et je crois que j'ai dû tomber sur 2 ou 3 vidéos faites par le magazine Elle. Tu vois, t'avais une vidéo Ashtanga, une vidéo Salutations au soleil, et puis une autre vidéo, enfin 3 vidéos comme ça. Et je les refaisais en boucle tout le temps. Et pour tout te dire, je me rappelle de cette période, mais il y a aussi une période un petit peu de flou, tu vois, où je sais que je faisais pas mal de vidéos fitness. C'était toute la période aussi de Sissi Mua, avec le bikini avec Sissi, etc. Et donc, du coup, j'avais eu toute cette période avant. Et là, je m'étais dit, waouh, c'est fou. Enfin, on peut faire du sport sans souffrir à fond pendant 15 minutes à faire du HIIT. Et j'ai l'impression que ça me fait du bien, quoi. Donc non, cette transition. Et puis après, effectivement, l'effet de mode est arrivé.
Et on peut se poser la question de l'effet bénéfique ou pas, et du côté marketing, effectivement, de la chose. Et il y a un effet marketing qui est hyper important, mais je trouve que c'est au service d'une bonne chose. Oui. Donc, ça me dérange moins que d'autres choses. Ouais. Et au contraire, je trouve que si on peut diffuser le message du yoga comme ça, faut juste faire attention à comment on le fait. C'est ça. Pas faire de fausses promesses non plus, parce que je vois beaucoup de contenu ou de business tourner autour du fait que le yoga, c'est une solution magique. Et pour moi, ça ne le sera jamais. Enfin, du moins, ça ne remplace pas un médecin, pas une thérapie. J'ai envie de te dire, si tu es stressé parce que vraiment tu as vécu un événement traumatique ou quoi que ce soit dans ta vie, le yoga va t'aider. C'est un vrai outil, ça j'en suis convaincue et persuadée et je le recommande à fond. Mais par contre, il va en complément d'une thérapie, d'un travail plus profond sur soi, ça c'est sûr. Et tu parlais d'utilisation un petit peu marketing. C'est quoi les choses que tu vois sur le yoga qui t'hérissent un peu les poils, ou en tout cas où tu considères que c'est un peu des fausses promesses? Ouais. Il y a, on le voit tous, hein, les postures un peu burlesques, je sais pas si ça se dit, sur Instagram, qui sont autant admirées que décriées, j'ai envie de dire. J'ai un avis assez mitigé sur le sujet, parce que moi, c'est quelque chose qui m'a aussi beaucoup motivée à certains moments, où je me suis dit, cette posture, elle est hyper chouette. Je trouve ça très chouette que cette personne réussisse à atteindre cet objectif. Et ça me motive aussi à découvrir comment faire un pont en travaillant ma souplesse du dos, etc. Mais c'est vrai que c'est vachement comme ça que c'est promu sur les réseaux sociaux, en tout cas. Et ce qu'on voit pas, c'est toute la partie intérieure et le travail intérieur que tu fais avec cette pratique qui est très beau, quoi. Enfin, moi, c'est comme ça que je suis tombée amoureuse de la pratique du yoga. Et ça, tu le vois pas. Tu peux pas le voir à travers une image. Et je trouve ça dommage. Et en même temps, trop bien si ça peut permettre à des gens de s'y intéresser pour de mauvaises raisons, entre guillemets, puis d'avoir les bonnes raisons de pratiquer par la suite. Et du coup, c'est quoi le travail intérieur, justement, qui se passe? Parce que c'est vrai que le yoga, on a toujours l'impression que c'est des étirements. Enfin, tu vois, genre juste des postures, etc. Moi, pour faire beaucoup de pilates, c'est pareil. Je sais que le pilate, on a l'impression que c'est juste du renforcement musculaire, entre guillemets, alors qu'il y a tout un travail de respiration. Enfin, la respiration, tu vois, c'est la clé, tu dois le savoir, mais c'est la clé du pilate. Enfin, je sais que moi, quand je suis en cours de pilate et que des fois, sans faire attention, je me fous en apnée pour faire un exercice, ou que d'autres se mettent en apnée, ma prof, elle est en mode, pas en apnée, hein, surtout pas en apnée. Respire, inspire, expire. Je crois que c'est ce que tu dis le plus quand t'es prof de yoga ou prof de pilate. Mais du coup, tu vois, il y a des concepts clés comme ça, la connexion à soi, la respiration, etc. Qu'en est-il pour le yoga? C'est quoi le travail intérieur qui se passe et qu'on doit faire quand on pratique du yoga? Je pense que pour comprendre un peu tout ça, il faut aussi s'intéresser aussi à l'histoire du yoga, d'où ça vient. Déjà, le mot yoga, ça veut dire union en sanskrit, qui est la langue de base du yoga, dans lequel les textes ont été écrits, etc. Et c'est l'union entre ton corps, ta respiration, ton mental aussi. Donc, par exemple, généralement, parce que tu peux en faire un peu ce que tu veux de ta pratique du yoga, mais généralement, une pratique de yoga, ça commence par un moment d'ancrage où tu vas, ça dépend, tu peux avoir plein d'exercices, mais généralement, observer l'état de ton corps, observer l'état de ton mental, observer l'état de ta respiration. La respiration, c'est un témoin hyper important de ce qui se passe dans ton corps, et c'est généralement comme ça que je commence tous mes cours, c'est posez-vous, observez la respiration sans essayer de la changer. Et essayer de comprendre sans interpréter, mais juste observer comme si on était quelqu'un d'extérieur et voir comment est-ce qu'elle est saccadée, est-ce qu'elle est plutôt douce. Et généralement, ça te donne un bon indicateur de comment tu as vécu ta journée ou même ta semaine. Et donc, du coup, il y a tout ce travail-là. Et ensuite, même les postures. Ce que tu recherches dans les postures, c'est pas tant l'effort physique, même si ça peut l'être sur certains types de yoga, mais c'est plus le côté méditation en mouvement, quoi. Tu vas essayer de te concentrer sur quelque chose, que ce soit justement ton mouvement, le fait de contracter un muscle en particulier, inspirer, expirer à certains moments, dans certaines postures. Donc, au-delà de l'aspect vraiment que tu vas avoir physique, quand tu vas faire par exemple du fitness, du running, etc., où quoique le running, tu as peut-être une dimension un peu spirituelle et mentale aussi. Et tu l'as un peu dans tous les sports finalement, mais tu le verbalises. Parce que le sport, ça reste un échappatoire pour beaucoup. Mais Ouais. Et là, c'est plus verbalisé en yoga et tu prends vraiment plus le temps
d'être dans des moments un peu plus doux, du moins au début et à la fin, même si ça peut être une séance qui est très intense. Et donc, je te parlais de cette fameuse posture de l'observateur qui, pour moi, est la clé et qui m'a fait débloquer plein de trucs dans ma pratique du yoga. C'est vraiment ce travail que tu fais au cours de ta séance, d'essayer de voir tes pensées comme étant quelque chose qui passe dans ta tête, mais sans t'identifier à elle. Ouais. C'est pas facile à... c'est pas facile à faire, parce que généralement, t'as un flot continu de pensées qui t'arrive... au quotidien, tout le temps, quoi. On se rend pas compte, mais on est tout le temps en train de se dire je sais pas, il faut que j'aille faire les courses ce soir, et puis finalement, en fait, il faut que je m'organise comme ça, d'anticiper plein de choses, etc., sans même s'en rendre compte. Et du coup, quand tu te poses, alors au début, parfois, tu vas pas forcément avoir plein de pensées, parce que tu vas te concentrer sur ta respiration, mais il y a toujours un moment où ton mental, il shift. Et tu vas avoir des pensées comme ça qui vont t'arriver. Ouais. Et ce qui est intéressant, c'est pas de se dire non, il faut pas que je pense parce que je dois méditer. C'est plus de les accueillir et de les observer comme si c'était des choses qui se passaient en toi. Et comme ça, elles ont beaucoup moins d'emprise aussi sur tes émotions et sur tes actions après que tu peux avoir au quotidien. Ouais, comme si tu étais extérieur à la scène, en fait. Tu te regardes de loin, c'est ça. En train de... Ouais. Okay. Ça peut être parfois un peu bizarre comme ça. On peut se dire, c'est un peu un dédoublement de la personnalité, mais... non, mais il y a un truc comme ça par rapport au rêve, là. Je sais plus c'est quoi. Ah, c'est possible, mais j'ai jamais testé, parce que moi, ça me fait un peu flipper, en vérité. Mais, tu sais, le... Oui. Je sais plus comment ça s'appelle. Je sais, j'ai plus le nom non plus, mais quand tu contrôles tes rêves... Ouais, et t'arrives à sortir, comme si ton âme sortait un peu, tu vois, de ton corps, et que tu pouvais te voir en train de dormir, tu vois, c'est un peu... Exactement. Un peu chelou. Je sais plus comment ça s'appelle, mais j'en ai entendu parler plein de fois. Je pense que je le testerai pas parce que ça me fait peur en vérité. Ouais, c'est assez flippant. Mais je te l'accorde. Tu sais, t'as peur de pas revenir, tu vois. C'est ça. Mais ouais, j'avais déjà entendu parler de ça. Et donc du coup, toi, ça fait 10 ans que tu fais du yoga. Comment t'as vu évoluer le yoga depuis toutes ces années ? Ben moi, j'ai eu des prismes différents en plus, donc ce qui a... on va dire, ce qui m'a amené à avoir une vision vraiment totalement différente en fonction des milieux que j'ai côtoyés. Quand j'étais en retraite, c'était des formats longs, c'est-à-dire qu'on partait vraiment une semaine avec une prof de yoga. Donc, tu étais déjà dans une dynamique très particulière. Les gens sont là pour se faire du bien, etc. Et puis ensuite, il y a eu le studio, qui est quelque chose de beaucoup plus momentané, où tu vas juste prendre 1 heure, même 45 minutes des fois de ta journée. Donc il y a eu ces visions-là. Et puis il y a eu plusieurs phases, je dirais. Après, ça, encore une fois, c'est ma perception. Donc, mais de ma perception, il y a eu toute cette phase un peu montée de la tendance, où tout le monde se disait, mais en fait, le yoga, c'est génial. Et puis, comme dans toute tendance qui existe, il y a eu beaucoup de personnes qui disaient aussi à un moment, ça, c'est pas du vrai yoga ce que tu fais. Ça, c'est un truc que j'ai énormément entendu dans le studio dans lequel je travaillais, parce que c'était un studio qui existait depuis très longtemps, où ils faisaient du yoga Bikram, hot yoga, maintenant c'est appelé. C'est du yoga sous 42 degrés. Ouais, ils le font pilates aussi, le hot pilates. Oui, bah maintenant ça s'est décliné dans plein de trucs. D'ailleurs, c'est marrant de voir quelle ampleur ça a pris ce truc-là. Et bah, ça vient du hot yoga de base, du yoga Bikram. Et donc c'est toujours la même série de postures. C'est très traditionnel. Ça vient d'Inde. T'as des codes très particuliers. Et donc du coup, les personnes qui adhèrent à cette pratique sont parfois très ancrées dans une tradition qu'elles considèrent comme étant la vérité sur ta pratique de yoga. Et donc, il y a quand même pas mal de personnes qui sont contre tout ce que tu disais sur le côté marketing, etc. Et le fait d'en faire quelque chose de très occidentalisé. Et qui se disent, en fait, ça dénature complètement la pratique du yoga. Ce que je peux totalement comprendre. Surtout quand ça vient de tes racines. Alors, je sais plus, il y a un compte Instagram d'une fille qui en parle très très bien, mais je ne saurais plus te le citer comme ça, mais qui parle justement de toutes les traditions du yoga qui vient d'Inde, etc., et qui est très très intéressant. Mais je pense aussi qu'il ne faut pas non plus diaboliser cette pratique du yoga moderne, parce qu'elle correspond à des problématiques modernes qui sont hyper Et puis le monde présentes. évolue, quoi qu'il arrive, même s'il y en a qui trouvent ça dommage, on doit s'adapter aussi aux évolutions de la société, quoi. Tout à fait, ouais, je suis d'accord. Et moi, par exemple, j'appelle yoga aussi tout un tas de trucs, parce que c'est plus facile et que tout le monde le connaît sous le nom de yoga.
mais la pratique du yoga, elle prend plein de formes différentes et je trouve qu'elle est très personnelle aussi. Comme je te disais, yoga, ça veut dire union. Tu peux y mettre plein de choses différentes là-dedans. Oui, tu vois, moi, par exemple, à mon studio, il y a du yoga. Enfin, moi, je fais du pilates aérien. Et du coup, il y a du yoga aérien. Tu sais, avec des hamacs et tout. C'est très chouette, ça aussi. Et c'est trop cool parce qu'en fait, ça rend le truc... Ça, c'est pareil. Je pense qu'il y en a qui seraient contre, tu vois, de dire encore une fois, ça dénature, blablabla. Mais moi, je pense que ça rend la chose ludique. Du coup, ça attise la curiosité. Et du coup, ça fait découvrir la pratique à des gens qui, peut-être, de base, ne l'auraient jamais découvert, tu vois. Typiquement, moi, ce studio-là, j'y vais parce qu'à la base, je fais du cerceau aérien. Et puis, un jour, j'avais des crédits en trop, je voulais pas les perdre. Je me suis dit, tiens, je vais tester le pilate. Mais je voulais pas tester le pilate au sol parce que pour moi, à cette époque-là, je trouvais ça chiant et un truc pour les vieux, tu vois. J'avais encore ce truc de voilà. Du coup, j'ai testé le pilate aérien parce que je me suis dit, j'aime bien le cerceau aérien, j'aime bien être dans les airs, quoi. Et en fait, j'ai adoré et je me suis dit, putain, mais en fait, ça bosse, quoi. Enfin, je suis sortie de la séance de pilates, j'étais morte. J'étais vraiment morte. Et du coup, ça m'a initiée au pilates et maintenant, j'y vais genre 1 à 2 fois par semaine. Enfin, tu vois, ça m'a fait découvrir parce qu'il y avait une pratique un petit peu plus moderne et un peu plus ludique, on va dire. Tu vois, c'est comme le hot pilates ou le hot yoga. C'est Instagrammable, tu peux en faire un petit vlog, tu vois. En vrai, c'est con parce qu'on peut se dire, putain, mais les réseaux sociaux, ils sont toujours là et tout, mais si c'est ce qui peut te permettre, comme tu dis, de découvrir la pratique et puis de voir si ça te plaît ou pas pour continuer, en vrai... Ah, mais moi, je trouve ça génial. Enfin, j'ai testé tous les nouveaux... Enfin, pas tous, mais plein de nouveaux concepts de yoga. Et ça m'empêche pas d'avoir ma vision propre de yoga et de connaître effectivement la tradition, etc. Mais c'est pas parce qu'on connaît qu'on peut pas aussi découvrir d'autres manières de le faire. Et je trouve que c'est limite un peu contradictoire avec ce qu'on t'apprend justement en formation de yoga, qui est... savoir que rien n'est entre guillemets figé dans le marbre, que tout est interprétation, etc. À partir de ce moment-là, ça veut dire que ça s'applique aussi à ta pratique et que du coup, tu peux en faire ce que tu veux. Et c'est ça qui est trop chouette aussi. Moi, j'adore mixer ma pratique du yoga. En ce moment, je fais de la calisthénie. J'ai découvert ça il y a pas longtemps. C'est quoi ? Ça s'appelle aussi le street workout. C'est plus connu sous ce nom-là. Et c'est beaucoup des mecs qui en font. Donc tu les vois sur des parcs de street workout à faire des tractions à fond là comme ça. Et surtout aux États-Unis, ça s'est beaucoup démocratisé sur les réseaux sociaux justement. Et donc c'est comme ça que j'ai découvert la calisthénie et beaucoup sur les plages. T'as raison. Et donc du coup, je mêle un petit peu yoga et cette partie-là qui est plus renforcement musculaire. Du haut du corps notamment, et que je trouve hyper intéressante et qui est hyper complémentaire à ma pratique du yoga aussi. Et en fait, je mélange tout et j'appelle ça des fois yoga, mais en fait, c'est un mélange de plein de parce trucs, qu'on tend, je trouve, de plus en plus vers du sport, faire une pratique de sport hybride. Moi, je le sais, je vais à la muscu, je fais du cerceau aérien, je fais du pilate, des fois au sol, des fois aérien. On teste, tu vois, il y a même le pilate ballet, je sais pas si t'en as entendu parler. Oui. Où tu fais un peu comme de la danse classique et tout. J'ai ma meilleure amie qui avait testé et je vois de plus en plus de personnes en faire. Et en vrai, encore une fois, si ça peut permettre aux gens de prendre soin d'eux, de bouger, de se mettre en mouvement, de découvrir un petit peu leur corps, etc., tant mieux, il n'y a pas de... Complètement. Non, je pense qu'il ne faut pas dramatiser les réseaux sociaux, que ça crée des choses justement... Enfin, c'est vrai que c'est compliqué parce que quand tu veux débuter par exemple le yoga et que sur les réseaux tu vois que des postures incroyables et que tu es un peu sujet à la comparaison, des choses comme ça, chose à laquelle on est tous un peu sujet, même quand tu as fait 10 ans de yoga, tu te compares quand même aux autres pratiquants. Mais je trouve que c'est difficile quand même aussi. Surtout que c'est pas une pratique qui est facile. On a tendance à croire que le yoga c'est facile parce que c'est doux, c'est lent, c'est pas une pratique facile du tout, moi je trouve. Enfin du moins quand tu creuses un petit peu, faire face aux pensées justement qui te viennent, être dans l'écoute. Et puis même les postures sont assez parfois challengeantes quand t'es pas du tout souple au début. Si t'es raide, tu manques de mobilité, tu manques de souplesse, c'est compliqué. Je vois plein de profs qui disent et ils ont raison, mais qui disent il n'y a pas besoin d'être souple pour faire du yoga. C'est vrai. Mais par contre, quand tu dis ça à un débutant, c'est hyper frustrant parce que tu ne reconnais pas sa base de souffrance, départ. Oui, voilà, lui, il est pas souple et c'est pas agréable de faire du yoga quand t'es pas souple, faut le reconnaître. Enfin, il y a certaines postures où ça fait mal, ça tire un petit peu. Alors quand t'es bien accompagné effectivement par un bon prof qui va te donner des alternatives, et tu vas pouvoir comprendre que c'est pas la posture en tant que telle qui est importante, mais plus comment tu la ressens, comment tu la modifies, etc.
Mais c'est quelque chose d'important à prendre en compte au départ, quand tu commences. Et du coup, quelqu'un qui là teste une séance de yoga qui n'en a jamais fait de sa vie, c'est quoi les premiers bienfaits, les premiers bénéfices qu'il peut ressentir en sortant de la séance? T'en as plein. Non, t'en as plein, mais globalement, en fait, t'as des effets court terme, je trouve, que tu peux ressentir sur une séance, et des effets long terme quand tu as une pratique régulière. Et les effets vraiment court terme, ce que j'ai entendu le plus, et pour avoir été du coup à l'accueil du studio et voir toutes les personnes qui sortaient des cours de yoga en permanence, c'est qu'est-ce que ça m'a fait du bien, c'est une vraie bulle dans ma journée, tu vois. C'est la coupure, quoi. La coupure, le moment où t'as pas ton téléphone, bon, sauf si tu fais ta séance sur ton téléphone, mais ce qui est différent, enfin, mettez vos notifications en pause dans ces cas-là. Parce que c'est un peu le danger, mais c'est vraiment le côté bulle, le côté bouger tranquillement, le côté reconnexion à son corps, ancrage. Et tu te sens calme, tu te sens apaisé. Même après une pratique dynamique, tu sens que tout a bougé et que ça te fait du bien, quoi. Mais du coup, la question que je me pose, c'est souvent, tu sais, on fait du yoga quand on est dans une retraite ou en studio, etc. Toi, là, tu lances un programme en ligne à faire depuis chez soi. Du coup, il y a 2 questions en une. Est-ce que tu penses qu'on peut vraiment couper en étant chez soi, dans son environnement, qu'on voit peut-être tout le temps, avec peut-être, je sais pas, un chien qui passe ou des enfants ou un mari, enfin tu vois ce que je veux dire, souvent les personnes elles vont peut-être faire ça en rentrant du travail, donc il y aura peut-être tout le monde à la maison. Est-ce que c'est vraiment possible pour toi de déconnecter, d'avoir un moment à toi, surtout pour, tu vois, quelqu'un qui fait sa séance de crunch, enfin abdos fessiers et tout, bon bah s'il y a le chien qui passe ou l'enfant qui crie un peu, en soi c'est pas très dérangeant, tu vois. C'est dans l'effort et donc du coup... C'est ça, pour du yoga où tu dois t'ancrer, où tu dois, c'est un moment pour toi, tu dois faire attention à tes pensées, etc. etc. Est-ce que c'est possible? Et si oui, qu'est-ce que tu conseilles, notamment pour les gens qui pourraient peut-être prendre ton programme, tu vois, dans quelle situation se mettre, etc., pour vraiment profiter pleinement de sa séance et en ressentir tous les bénéfices. Je pense que y a 2 sujets là-dedans. Le premier sujet, c'est effectivement, une séance de yoga, ça te demande d'être ancré et donc il faut pouvoir un maximum te mettre dans une situation où t'es tranquille, t'as pas forcément du monde qui court partout, etc. Ça, c'est le premier sujet et c'est hyper important de pouvoir le faire, même depuis chez soi. Mais le deuxième sujet, c'est que en fait, il faut que ça s'intègre pleinement à ta vie pour pas devenir une contrainte supplémentaire. Et donc, si ça doit passer par... Moi, ça m'est arrivé de faire des séances au milieu de mon salon pendant des vacances, avec ma mère qui cuisinait à côté, mon père qui bricolait dans le jardin à moitié. C'est pas des conditions optimales, je te l'accorde, mais ça m'a quand même fait du bien. Donc, j'aurais tendance à dire que généralement, te mettre dans une situation où, par exemple, si tu as des enfants, te lever un petit peu plus tôt, ou alors le faire quand ils sont couchés le soir, quand ils sont à la sieste. Enfin, je suis pas maman, donc je connais pas exactement les moments dans lesquels c'est le plus propice de s'accorder ça, mais je pense qu'on peut trouver 15 minutes, tu vois, où globalement, t'es tranquille. Et ensuite, vraiment, aussi le dire à ses proches, c'est hyper important. Enfin, savoir dire, là, pendant 15 minutes, je vais prendre un temps pour moi. Et donc si tu peux juste ne pas me déranger, l'amener d'une manière vraiment c'est un temps que j'ai envie de prendre pour moi et donc du coup j'aimerais bien être tranquille dans la pièce d'à côté, etc. Et les proches le comprennent tout à fait, hein. Et donc oui, c'est important de pouvoir trouver comme ça le contexte un peu qui fait que tu vas être détendu, que tu vas te sentir ancré. Et là où moi je trouve que c'est aussi hyper important, c'est d'adapter la durée de sa séance. J'ai fait, entre guillemets, l'erreur sur ma première version du programme de mettre pas mal de séances longues, parce que moi c'est ce que je pratique personnellement. Mais quand t'es chez toi, c'est très compliqué de te concentrer pendant 1 heure. Parce qu'effectivement, tu penses à ta machine que tu dois étendre, ton lave-vaisselle que tu dois vider, des trucs comme ça, quoi. Et donc du coup, je trouve que 15-20 minutes, c'est vraiment le laps de temps où tu peux te permettre, c'est à la fois assez long pour te dire, ok,
20 minutes de break, ça va me faire du bien, c'est pas 5 minutes non plus. Et à la fois assez court pour te dire, pour pas te disperser et te dire... tu peux rester focus 15-20 minutes, quoi. Voilà, c'est ça. Mais pour moi, c'est hyper complémentaire, par contre, avec une pratique en studio. Enfin, franchement, si moi, je continue à aller pratiquer en studio, un peu moins, parce que je suis un peu plus loin de Paris et du centre maintenant. Mais c'est hyper complémentaire et c'est deux choses différentes pour moi. Et qui apportent autant l'une à l'autre. Ouais, mais ne serait-ce que peut-être d'avoir des corrections sur les postures et tout, pour pas se faire mal et pour bien exécuter. Mais aussi l'ambiance, je trouve, du studio, le fait d'être avec d'autres personnes, tu peux créer des liens, enfin, tu sais, ça te sort un petit peu de ton quotidien et tout, donc c'est hyper intéressant. Mais c'est vrai que les programmes comme toi, tu le fais, je trouve que c'est aussi hyper utile parce que quelqu'un qui se trouverait l'excuse de j'ai pas le temps d'aller en studio, ou même en vrai on va se dire la vérité, les studios c'est cher, les studios de pilates, de yoga, c'est un coût, tu vois, donc tout le monde n'a pas les moyens. Pour les personnes qui n'ont pas forcément les moyens d'aller en studio, de payer un abonnement, payer 80 balles par mois pour une séance par semaine, au moins le type de programme que tu fais, c'est hyper avantageux. Il y a le prix et il y a aussi l'appréhension qu'ont certaines personnes à se retrouver dans un cours de yoga. Et ça, moi, je sais que moi, je l'ai pas tant eu, cette appréhension, parce que justement, j'étais assez confiante dans le fait je savais ce que c'était qu'un chien tête en bas, une salutation au soleil, etc. Parce que je l'ai appris via des vidéos, un programme, etc. Et donc, c'est beaucoup moins impressionnant quand tu arrives et que tu connais un peu les bases et que tu as des points de repère sur lesquels t'ancrer, plutôt que d'arriver dans une salle. On te parle de noms de postures dont tu n'as jamais entendu parler. Pour un peu que le prof, ce soit quelqu'un de très spirituel, etc., tu vas te dire « Oula, qu'est-ce que c'est que ce truc ? Dans quoi je suis tombée ?» Donc non, ça peut aussi casser un peu les barrières à l'entrée et te permettre d'aller plus en douceur. Même si, bien évidemment, que prendre des cours avec un prof qui peut te corriger sur le moment, c'est hyper important et tu n'auras jamais ça avec une pratique en ligne. Mais... Tu penses qu'il y a forcément un lien entre le yoga et la spiritualité ? Je pense que tu peux pratiquer le yoga sans avoir forcément envie de développer ce côté-là, spirituel, etc. Mais je pense qu'effectivement, le lien, il est présent de par l'histoire du yoga très fortement. Et par aussi, quand on fait du yoga et quand on s'intéresse au yoga, on parle beaucoup d'énergie quand même. Donc je pense qu'il faut avoir quand même une certaine sensibilité et croire au fait qu'il existe des énergies entre les gens, quelque chose qui se passe et qui s'explique peut-être pas spécialement par les sciences. Quoique les énergies, ça s'explique de plus en plus par les sciences aussi. Les planètes, la pleine lune, les planètes qui bougent, c'est... Complètement. Ça nous impacte, nous, physiquement, je trouve. Tu vois, c'est scientifique pour moi. Ah oui, je suis assez persuadée de ça aussi. Mais je peux comprendre aussi que ce soit quelque chose qui freine beaucoup à l'entrée. Parce qu'il y a des dérives, c'est comme dans tout aussi. Il y a eu des dérives un peu sectaires, des choses un peu qui se rapprochaient de la religion, etc. Donc je peux comprendre que t'aies peur aussi un petit peu de ça au début. Moi, je trouve qu'il faut explorer. Par exemple, quand j'étais à Bali, j'ai fait la pratique du yoga, c'est pas que les postures, la méditation, la respiration. Tu peux aussi l'explorer de plein de manières différentes et notamment à travers le chant. Et donc, du coup, tu as plein de personnes qui se réunissent dans une même pièce. Alors, j'ai complètement oublié le nom de... le kirtan, voilà, c'est ça. Donc, ça s'appelle un kirtan et tu te réunis et tu chantes. Et c'est lié forcément à la religion hindouiste, du coup. Mais du coup, tu as une énergie particulière qui se dégage de ce truc-là pendant 1 heure. Et effectivement, ça peut faire un peu peur, tu vois. Quand le tout, c'est d'y aller, d'avoir l'esprit ouvert et de se dire, ok, ça c'est pour moi, ça c'est pas pour moi. C'est de l'exploration en fait. Après, tu fais ton propre avis. C'est comme moi, je tombe souvent sur des pubs de Kundalini. Ouais. Je sais pas si c'est lié, tu sais, mais où tu vois des gens qui limitent. Je dirais pas que c'est de l'exorcisme, tu vois, mais limite, ça fait un peu peur quand tu vois des le réactions truc comme physiques, ça, très qui ont importantes. des réactions physiques hyper importantes, comme si elles n'étaient plus maîtresses de leur corps, tu vois. On le voit beaucoup ça à Bali aussi. Enfin, tu sais, c'est pas mal des vidéos qui sont à Bali et tout. T'en penses quoi de ça ? J'ai jamais testé déjà. Et c'est quelque chose que j'aimerais vraiment tester, déjà pour voir si ça aurait cet effet sur moi.
Je regarde ça avec beaucoup de hauteur, Ouais. on va dire. Moi, je suis quelqu'un de base de très... Enfin, je crois aux énergies, aux choses comme ça, mais je suis quand même très cartésienne. Ouais, moi Et aussi. j'aime beaucoup, par exemple, dans mon programme, il y a plein de choses que j'aime expliquer par la science. Oui. J'ai un e-book un peu plus sur la théorie, etc., du yoga en parallèle, parce que c'est quelque chose d'important pour moi. Et qui explique plein de choses, enfin, les bienfaits du yoga, pourquoi, du comment ça a ce bienfait par la science. Et c'est quelque chose d'hyper important pour moi. Je sais plus où je voulais en venir et quelle était la question de base. Que tu étais très cartésienne et que du coup, Oui. tu aimerais bien tester, mais que tu regardais avec beaucoup de hauteur. Ouais, exactement. Je suis pas... ouais, je suis assez curieuse sur le sujet, mais j'ai pas vraiment de point de vue pour l'instant, parce que j'ai pas expérimenté. Et c'est vrai que moi, j'aime bien ma pratique de yoga qui se concentre vraiment sur le côté mouvement, respiration. Classique, quoi. Voilà, c'est ça. Et si un jour la vie m'amène à découvrir ça, pourquoi pas. Mais pour l'instant, je sais pas... T'as pas d'avis, ouais. Ouais, voilà. Ok. mais hyper intéressant aussi. C'est vrai que ça fait partie de toute cette sphère des réseaux sociaux qui sensationnalise un petit peu la pratique. Oui, puis là je remets pas en question le fait que ça puisse marcher ou quoi, mais c'est vrai que visuellement parlant, étant donné que c'est accrocheur, c'est impressionnant, forcément ça fait plus de clics, ça fait, tu vois, ça fait plus de vues, ça fait plus de reach. Donc voilà, à voir si c'est tant mouvementé que ça ou si c'est un peu accentué pour... Mais ma théorie là-dessus, et ce n'est qu'une théorie parce que du coup je n'ai pas pratiqué, c'est que c'est un peu comme l'hypnose peut-être. Oui, je pense. Où soit t'es réceptive et donc du coup potentiellement ton corps va avoir des réactions, mais parce que tu te mets dans cet état de disponibilité face à ce qu'on te propose. Mais je pense que si vraiment tu n'y crois pas et que t'es pas dans le truc, ça fonctionne pas. Ah oui, c'est clair, c'est clair. Mais de toute façon, je pense que moi, je pense que pour pratiquer du yoga, faut avoir quand même un minimum d'ouverture en termes de spiritualité, tu vois. C'est-à-dire que moi, avant, j'étais très cartésienne aussi, très terre à terre, tu vois. Pour moi, c'est... je suis athée déjà de base, enfin, j'ai pas de religion particulière. Par contre, je me suis hyper ouverte aux énergies, à l'univers, enfin tu vois, toutes ces choses-là. C'est une forme de spiritualité en soi, hein. La spiritualité, c'est pas que les religions monothéistes. Mais c'est vrai qu'avant, j'étais très terre à terre. Et je pense que ça m'aurait pas impacté comme ça m'impacte maintenant, tu vois, de faire du pilates, de faire du yoga, de m'ouvrir à tout ça. Et je pense que pour pratiquer en conscience, tu vois, il faut quand même un minimum... Ouais, complètement. Y croire ou en tout cas, comme tu dis, être ouvert d'esprit sur la chose et pas être super fermé, quoi. Ouais, ça je suis 100% d'accord. Et c'est pour ça que pour moi c'est hyper important aussi de le rendre le plus accessible possible. Ouais. Parce que je suis le contre-exemple parfait de ça. Moi, ce qui m'a attirée, comme je te parlais de la petite boule lumineuse au début, qui est quand même quelque chose qui se rapproche un peu d'un truc spirituel, d'énergie que tu ressens, etc. Et moi, j'ai accroché au yoga parce que justement, ça changeait d'un sport qui était totalement déconnecté de ce que tu pouvais penser, ressentir, etc. Mais il y a beaucoup de personnes qui découvrent le yoga soit à la suite d'une blessure, ça arrive très souvent, soit à la suite d'une rupture, pour le coup pas physique, mais émotionnelle, à savoir une rupture sentimentale, une rupture professionnelle aussi, une perte de sens, etc. Et j'ai vu beaucoup de personnes venir avec beaucoup d'a priori, mais juste en disant bon, j'ai besoin de quelque chose de plus doux parce que clairement en ce moment, je peux pas assumer de me faire mes séances que je faisais avant, que ce soit physiquement ou même émotionnellement. Et du coup, qui vraiment découvre à fond ce truc-là et qui développe après ce côté spirituel beaucoup plus. Là où moi, j'ai fait totalement l'inverse. Je me suis beaucoup concentrée sur l'aspect spirituel avant et scientifique quand même, un peu un mélange des deux avant, et ensuite beaucoup plus sur la pratique posturale. Et du coup, pour en venir au sommeil, c'est un peu le fil rouge, évidemment, ça doit être super bénéfique de faire ce type de pratique-là pour favoriser l'endormissement, avoir un meilleur sommeil. Comment t'expliques le lien un petit peu entre la pratique du yoga et le fait de peut-être résoudre des troubles du sommeil ou tout simplement optimiser son sommeil ? Ouais, les troubles du sommeil sont très souvent liés à une cause qu'on connaît tous, qui est le stress, qui est très très présent dans nos vies modernes.
Et c'est là qu'en grande partie, le yoga peut jouer, vraiment. On va dire que pour te parler un petit peu du fonctionnement, peut-être que tu en as déjà entendu parler, parce que c'est la manière dont notre corps fonctionne, mais tu as donc notre système nerveux, avec le système somatique et le système autonome. Le système autonome, c'est donc le système somatique, pardon, je vais y arriver. C'est celui qui te permet de contrôler tes mouvements, par exemple, là, comme ça, quand je fais ça avec le bras, c'est le système somatique. Et le système autonome, c'est celui qui va gérer, par exemple, ta respiration, ton rythme cardiaque. C'est des choses auxquelles on ne pense pas toute la journée, mais qui fonctionnent de manière normale. Je crois ne pas avoir mélangé les deux, en tout cas, j'espère. Et ensuite, tu as dans ces mêmes systèmes le système parasympathique et le système sympathique. Et donc, le yoga va venir équilibrer ces deux systèmes-là, qui pour l'un correspond à un état de ok, t'es prêt à passer à l'action, un état actif, et pour l'autre état, c'est l'état beaucoup plus de détente, etc. Et donc, du coup, le yoga va venir t'aider à équilibrer et à influencer ton système nerveux via les postures, via le travail sur la respiration, etc. Donc c'est hyper intéressant comme pratique parce que forcément si tu diminues ton taux de cortisol, ton niveau de stress, et ben le soir tu vas pouvoir t'endormir de manière beaucoup plus facile. Et il faut savoir aussi que beaucoup de personnes se réveillent dans la nuit, c'est un des principaux troubles du sommeil aussi, aux alentours il me semble du milieu de la nuit, quelque chose comme ça. Parce que tu as le pic de cortisol qui revient au milieu de la nuit. Et donc, du coup, en prenant les devants sur ce pic de cortisol et en essayant pas de le résoudre de cette manière qui est la pratique du yoga, ton corps va être un peu plus habitué à gérer ces pics-là au fur et à mesure. Enfin voilà, je l'explique pas très bien scientifiquement, mais c'est très très bien expliqué. C'est très très bien expliqué et du coup, tu conseillerais... est-ce que ça a un avantage, par exemple, de faire sa séance le matin ? Parce qu'en fait, tu fais ta séance le matin, après, tu as tout le temps de restresser la journée, tu vas te coucher, tu as encore le stress dans ton cerveau qui est accumulé. Est-ce que ça a quand même un avantage ou est-ce que tu conseillerais plus de le faire en fin de journée avant de dormir ? Est-ce que ça compte ça ? Pour moi, ça, il faut que ça s'adapte à ton emploi du temps. Et c'est entre guillemets une problématique secondaire dans le sens où si tu as le choix de pouvoir le faire déjà le matin ou le soir, c'est vachement cool. Et je dirais qu'il n'y a pas... En fait, ton sommeil, il se prépare aussi dès que tu te lèves le matin. Et donc, c'est pas forcément ce que tu vas faire l'heure ou les 2 heures juste avant ton sommeil qui vont seulement compter. Mais si tu as une dépense physique, quel que soit le moment de la journée, généralement, tu vas mieux pouvoir t'endormir le soir. Donc, on a tendance à croire que pour mieux dormir, ce qu'il faut, c'est du yoga hyper doux, comme du yoga nidra, par exemple, qui est une sorte de relaxation où tu vas être complètement allongé, tu vas être en sorte de méditation guidée pendant un certain temps. Et ce yoga est super quand tu as du mal, des difficultés à t'endormir le soir. Mais par contre, c'est hyper complémentaire avec une pratique du yoga un peu plus physique et dynamique qui va te permettre d'avoir cette dépense d'énergie qui va faire que le soir, ton corps va aussi être fatigué, pas seulement ton cerveau, ta tête, avec un épuisement. Ouais, c'est ça. Okay. Donc pour moi, les deux sont bien, faut tester. Il y a ce truc aussi de... chaque personne est différente. Et aussi, en fonction des moments de ta vie, tu vas pas avoir les mêmes besoins. Et en fonction de ton cycle aussi. Surtout quand t'es une femme et que tu as des cycles différents au cours du mois. D'ailleurs, ça aide aussi le yoga. Ouais, complètement. Ouais. Je prévois d'en faire un module aussi. Ça doit être hyper intéressant. Un jour sur le yoga et le cycle... le cycle menstruel, j'allais dire. Mais c'est hyper intéressant parce que tu vois, typiquement, quand une femme a ses règles ou est en syndrome prémenstruel ou peu importe, des fois, elle est à la salle, t'as des crampes et tout, c'est pas simple, quoi. Alors que le yoga, c'est quand même beaucoup plus simple et beaucoup plus agréable à réaliser que d'aller soulever. Ah oui, et puis ça dépend comment tu vis tes menstruations, etc. Mais c'est vrai que pour certaines femmes, et puis qui ont certaines maladies, notamment l'endométriose ou des choses comme ça devient très très compliqué en termes de niveau d'énergie et en termes de ce qu'elles peuvent faire avec leur corps aussi sans que ça leur fasse mal. J'ai la chance de pas avoir, de pas avoir cette maladie ou quoi que ce soit, mais j'ai eu beaucoup de témoignages de personnes qui en souffraient et qui me disaient, moi je suis venue au yoga justement parce que dans ces périodes-là, c'était la seule chose qui me faisait du bien. Parce que ça me permettait d'avoir une pratique plus douce, mais de continuer quand même à bouger.
à avoir du mouvement dans ma vie. Et pour revenir au sommeil, est-ce que tu aurais un exercice, par exemple, à nous partager de respiration? Du coup, tu vas pas nous faire une posture là, il n'y a pas la Ça place. risque d'être un peu compliqué, mais je peux l'expliquer. Mais en tout cas, soit une posture que tu expliques, mais qui peut être fait, par exemple, avant de dormir, tu vois, pour calmer un petit peu son système nerveux, ou un exercice de respiration, peu importe. Est-ce que tu as un truc à partager comme ça? Le soir, ce qui va être le plus important pour justement rééquilibrer ton système, le système dont on parlait tout à l'heure, ça va être d'allonger un maximum tes expirations. Et pour ça, moi, il y a quelque chose que je fais quasiment tous les soirs quand j'arrive pas à m'endormir, et ça arrive très souvent que je n'arrive pas à m'endormir. C'est tout simplement de me mettre dans une position confortable. Pour moi, c'est le dos depuis quelques temps. Ouais. Je pouvais pas m'endormir sur le dos avant, et maintenant c'est le dos. Je me mets sur le dos, je place une main au niveau de mon ventre, et juste t'inspires pendant 4 temps, et t'expires de manière beaucoup plus lente pendant 8 ans par exemple. Okay. Tu peux adapter parce que l'idée c'est pas de stresser ton corps en le privant d'oxygène non plus, bien loin de ça. C'est d'avoir quand même une respiration fluide, mais d'avoir des expires qui sont plus lentes que tes inspires pour pouvoir justement envoyer le signal à ton système nerveux de ok, on est safe, on est en sécurité et on peut être dans cet état de détente. Et donc ça, c'est ma petite technique plus yoga. Mais je sais aussi que des fois, ça fonctionne pas parce que ton cerveau, il mouline trop. Ouais. Et donc, tu fais tes peut-être 5 respirations. Tu te dis, bon, ok, je me sens un peu plus calme. Mais finalement, mon cerveau recommence après. Et pour ça, moi, par exemple, j'écoutais un podcast. Je crois qu'ils font plus d'épisodes, mais qui s'appelait Somnifère. Et qui te permettait pendant 5 ou 10 minutes, je crois, au début... il te guidait dans une méditation guidée ou alors dans des exercices de respiration. Et ensuite, il te racontait une petite nouvelle ou une petite histoire. Ça pouvait être Maupassant ou des trucs comme ça. Donc, c'est des histoires un peu chiantes. Enfin, pour moi, pardon, pour ceux qui lisent du Maupassant, mais qui sont pas très stimulantes, on va dire. Mais où, du coup, ça te permet de garder cet état. Et bon, c'est pas l'idéal parce qu'effectivement, t'as tes écouteurs, mais quand tu dois trouver des astuces parce que t'as vraiment des difficultés à t'endormir, ça pour le coup, c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidée, tu vois, par exemple. Moi, j'écoute des bruits de pluie et d'orage. Ouais, carrément. Ça, c'est hyper bien. Bruit blanc, bruit rose, les trucs comme ça. Et moi, la pluie, c'est instant, quoi. Somnifère auditif, c'est dès que je mets de la pluie, l'orage, mais je tombe. Genre, c'est vraiment comme si ça m'hypnotisait. Mais oui, du coup, ça peut marcher. Après, effectivement, c'est pas l'idéal parce que moi, j'ai toujours, c'est peut-être une croyance, mais que le fait d'avoir un son dans les oreilles, mon cerveau est toujours... De toute façon, c'est une croyance parce que le cerveau est toujours actif, quoi qu'il arrive. Oui, nous, on dort, le cerveau ne dort pas. Mais c'est vrai que j'ai toujours ce truc de... est-ce que je me repose vraiment quand je m'endors avec quelque chose dans les oreilles qui continue de... Tu vois Bah... Il y a le mieux est l'ennemi du bien, j'ai envie de te dire. Et c'est mieux de s'endormir avec quelque chose dans les oreilles, par exemple, plutôt que de passer ta nuit à regarder une vidéo à ça. Et puis c'est une vidéo YouTube où t'es rendu sur des trucs, un peu des perché, trucs complètement random, tu vois, qui vont pas du tout t'aider à dormir. Et effectivement, quand t'es dans une période où tu sens que, ok... potentiellement, là, je vais peut-être passer à l'étape supérieure et réussir à m'endormir sans smartphone parce que j'arrive à garder cet état un peu de relaxation sans avoir quelque chose dans les oreilles. Là, tu peux passer tranquillement à l'étape supérieure. Je suis d'accord. Est-ce que toi, tu prends des compléments alimentaires ? Rien à voir, mais... J'ai commencé à en prendre, notamment quand j'ai commencé à... Parce que là, je suis en plein challenge, du coup, yoga et calisthénie en ce moment. Et donc, du coup, je me suis beaucoup intéressée à la récupération aussi. Et notamment à tout ce qui se passait au niveau de ton microbiote intestinal. Parce que je trouve ça passionnant. Enfin, on dit que le microbiote intestinal, c'est ton deuxième cerveau. Donc, j'ai pris des compléments alimentaires qui sont des tribiotiques, donc probiotiques, prébiotiques, postbiotiques. Et j'ai vu vraiment des effets plutôt notoires sur ma santé intestinale. La digestion et tout. Ouais. Et pour moi, c'était pas quelque chose d'important avant, parce que je me disais que c'était comme un petit truc supplémentaire à ajouter. Et effectivement, ça ne remplace pas une bonne hygiène de vie. C'est le cas, c'est un complément alimentaire, c'est ça. Complément d'une bonne hygiène de vie de base. Tout à fait. Mais bien ciblé et un complément qui répond vraiment à tes besoins à toi, c'est hyper intéressant, je trouve. Pour quelqu'un qui voudrait se mettre au yoga, c'est quoi les... j'afficherai des images, donc t'inquiète pas. C'est quoi les 2-3 postures classiques
et ou exercice de respiration dans le même temps qu'une personne peut faire? Moi, je mets souvent en avant alors c'est pas une posture en particulier, donc je réponds pas exactement à ta question, mais c'est une série de postures qui est la salutation au soleil, qui est la posture basique un peu, enfin l'enchaînement de postures un peu basique que tout le monde connaît quand il commence un peu à pratiquer le yoga et qui peut parfois être assez redondante parce que tu la retrouves quand même assez souvent quand tu pratiques au fur et à mesure du temps. Mais quand tu commences, c'est super parce qu'une fois que tu as appris cet enchaînement de postures, c'est hyper complet. Donc, je vais peut-être pas aller dans les détails de toutes les postures, mais tu as une posture debout, la posture du chien tête en bas qui est hyper bonne pour le dos, par exemple, et qui va aussi venir étirer toute la chaîne postérieure au niveau de tes jambes. Et puis, tu peux la décliner aussi en fonction de si tu débutes et que tu n'as pas beaucoup de souplesse. Ou alors, quand tu vas avoir une pratique un peu plus intensive, tu peux faire des sauts après. Tu peux engager un peu plus ta sangle abdominale quand tu fais ce qu'on appelle le fameux chaturanga, qui est une pompe triceps, qui est parfois très difficile à maîtriser. Mais ça, tu peux la décliner aussi au début en te mettant sur les genoux, etc. Donc, c'est une série de postures qui est très, très complète. Et moi, s'il y avait juste un exercice, tu vois, à faire tous les jours hyper simple et tout, je te dirais 3 salutations au soleil le matin quand tu te lèves, ça te mobilise tout le corps, t'es déjà en conscience, généralement tu le fais au rythme de ta respiration parce que t'as un mouvement, une respiration et ça te met déjà en bonne condition on va dire pour ta journée. Et tu peux le faire le soir aussi d'ailleurs, c'est pas... Mais c'est vrai que tu parles de ça, de le faire le matin au réveil, il y a très peu de gens qui s'étirent le matin. Souvent on a tendance le cordonnier mal chaussé. Souvent on a tendance à sortir son lit, enfin tu sais, se lever de son lit, marcher, aller faire ses trucs et tout. Alors qu'en vrai c'est hyper important de réveiller son corps le matin en s'étirant, en buvant une gorgée d'eau. Enfin moi je pars du principe que l'étirement c'est le réveil physique, on va dire, en tout cas musculaire et tout. Et le verre d'eau, la gorgée d'eau, c'est vraiment le réveil interne des organes, etc. Donc du coup la salutation au soleil, mais tu confirmes que c'est hyper important pour bien démarrer sa journée de s'étirer le matin en sortant du lit. Oui, complètement. Et moi je te dis que je m'étire pas, c'est un peu faux. En fait j'ai pris la bonne habitude pour le coup, du coup, de faire des étirements à des moments un peu random de ma journée aussi. Comme quand je me fais mon café, je mets ma main sur le mur, tu vois, et puis je vais m'étirer comme ça. Ou alors, j'adore aussi poser mes mains sur une table et pour étirer toutes les épaules là. Et donc, du coup, généralement, je fais ça le matin quand j'attends mon café ou des choses comme ça. Mais vu que je suis pas très matinale, je dois avouer, je suis plus une personne du soir. Je préfère faire ma pratique le soir parce que j'ai plus le temps, etc. Ma journée est passée, donc du coup, j'ai moins de choses en tête. Mais oui, c'est hyper important de réveiller son corps en premier. Et je pense que j'aimerais pouvoir le faire, et ça, il faudrait que je l'intègre un peu plus dans ma vie d'ailleurs, mais le côté routine matinale, ça te met en condition en fait, vraiment, pour ta journée. Je pense que la routine du soir est tout aussi importante que la routine matinale. La routine matinale, elle t'aide à bien démarrer ta journée. La routine du soir, elle t'aide à bien démarrer ta nuit. Et comme tout ça, c'est un cercle soit vicieux, soit vertueux en fonction de comment tu le prends, c'est hyper important. Et des fois, je rebondis juste sur quelque chose que tu as dit, mais la routine, ça va pas forcément à être que routinier non plus. Ah oui, je m'explique, mais on a tendance à croire que une routine, tu dois avoir toujours la même le matin, toujours la même le soir. Et moi, ce que je propose notamment aussi, du coup, à travers mon programme de yoga, c'est de varier en fonction de tes besoins. Par exemple, un matin, tu vas te sentir hyper fatigué, etc. Bah, tu vas peut-être pas avoir envie de faire tes 3 salutations au soleil hyper dynamiques. Tu vas peut-être juste avoir envie aussi de te poser, de faire des petits twists à droite et à gauche, de t'étirer sur le côté, et puis juste de faire quelques respirations, tu vois. Et je pense qu'avoir des options dans sa routine, ça c'est quelque chose dont on parle pas spécialement parce qu'on... moi j'ai lu pas mal de livres dont Atomic Habits, des choses comme ça, qui disent en fait c'est la répétition et l'ancrage de l'habitude qui fait que tu vas la faire de manière hyper naturelle et spontanée. Et je suis d'accord avec ça, mais je trouve que le côté aussi où adapter ce que tu fais à ce que tu ressens et ce dont tu as besoin, c'est aussi hyper important. Et donc d'avoir des options. Et surtout au niveau de la longueur aussi. Souvent on parle de routine matinale, on voit tu te lèves, tu fais ta skincare, ton journaling, ton yoga de 10 minutes, ta lecture. Ça te prend 1h30. Tu peux pas avoir une routine matinale qui te prend 1 heure, c'est pas possible. Routine matinale, ça doit être
15-20 minutes grand max. Genre, Mm, mm. les premières 20 minutes de ton réveil, c'est te passer de l'eau sur le visage, c'est faire quelques étirements, c'est lire 4 pages d'un livre si tu veux. Mais Mm. c'est tout, quoi. Enfin, plus ça va être long et plus tu vas avoir du mal à le tenir sur le long terme. Et la routine du soir, c'est la même chose. Ça peut être un petit peu de méditation, un petit peu d'étirement, un petit peu de lecture ou un petit peu t'écoutes un petit podcast, un truc comme ça. Mais basta, quoi. Ça doit pas... Ouais. Sinon, c'est impossible à tenir. Hein. Moi, j'ai fait je sais pas si tu connais le livre Miracle Morning Oui. de Hal Elrod. Et je l'avais acheté justement au moment où j'ai commencé à découvrir le yoga, quand j'étais au lycée aussi, justement. Et alors, je m'étais mise en tête de faire cette routine à la lettre. Et donc, du coup, je me levais 1 heure plus tôt le matin, alors que je partais déjà au lycée à 7 heures. Donc, je me levais à 6 heures de base pour avoir le temps de me préparer. Et tu te levais Donc à là, 5 heures. je me levais à 5 heures. Et vu que généralement, je me couche tard le soir parce que j'arrive pas à m'endormir tôt, c'est comme ça a toujours été comme ça. Mais il me manquait du sommeil, quoi. Bah ouais. Et c'était totalement Oui, contre-productif. parce qu'en fait, là, j'étais t'étais pas du complètement... tout... tu vivais pas en fonction de ton chronotype, quoi. Voilà, Toi, c'est t'as ça. un chronotype du soir. Mm. Il aurait fallu que tu te lèves à une heure classique, enfin, en tout cas, pas avant. Et là, c'est du ça. coup, tu grappillais sur ton sommeil. Ah oui, terrible. Et donc, du coup, tu t'arrives dans un truc hyper contre-productif, Ah bah oui. parce que t'as l'impression de faire un truc pour toi et en fait, Pas du tout, ouais. tu détériores un peu ton hygiène de vie. Donc, non, faut adapter. C'est important. Trop bien. Bah écoute, on arrive à la fin de ce podcast déjà. Ah, c'est passé hyper Ouais, vite. c'est passé super vite. Est-ce que tu peux nous dire où est-ce qu'on peut te retrouver? Où est-ce que tu es la plus active? Est-ce que c'est sur Insta, LinkedIn, peu importe, je te laisse dire. Sur Instagram, mon compte Instagram c'est The Original Yogi avec des points. Ouais, je mettrai. The Original et Yogi. Et j'ai une chaîne YouTube aussi qui s'appelle pareil The Original Yogi, sur laquelle je suis moins active, mais j'adore ce format aussi. Voilà, où je mets aussi en ligne les 2 épisodes de podcast qui sont sortis récemment. Mais la plateforme où vous pouvez me retrouver, c'est Instagram. Ouais, trop bien. Et du coup, programme en ligne. Ouais. Et la V2 qui sort. Exactement. Alors ça, c'est sur le site. Tous les liens sont dispo sur mes réseaux sociaux. Et la version 2 sort en septembre. Trop bien. Tout à fait. Bah, n'hésite pas à m'envoyer les liens, comme ça je les mettrai sous le podcast. En tout cas, avec merci beaucoup. Merci à toi d'avoir accepté cette invitation. C'était génial. Ouais. Et puis nous, on se retrouve très prochainement pour un prochain épisode. Merci beaucoup. Merci Alison.